Le DPE n'est plus un simple document administratif. Aujourd'hui, il influence directement la valeur d'un bien, le droit de le louer, la négociation à la vente et la rentabilité d'un investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement le DPE et quelles sont ses obligations légales, dans quel cas il peut être absent, qui est responsable du DPE, ce que contient obligatoirement un DPE et enfin comment analyser un DPE concret comme un professionnel. Qu'est-ce que le DPE exactement? Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, est un document obligatoire qui évalue la consommation d'énergie d'un logement et son impact en émissions de gaz à effet de serre. Depuis la réforme de 2021, le DPE est devenu opposable. Cela signifie qu'il engage juridiquement le vendeur ou le bailleur. Le DPE comporte deux étiquettes, énergie et climat. Et la note finale retenue est toujours la plus mauvaise des deux. Quand est-ce que le DPE est obligatoire? Le DPE est obligatoire lors de la vente d'un logement, lors de la mise en location, et doit apparaître dès la publication de l'annonce. Il faut bien préciser qu'un DPE manquant, erroné ou même périmé peut entraîner une renégociation du prix, une annulation de la vente ou un contentieux après signature. La durée de validité d'un DPE est de 10 ans. Mais attention, les DPE réalisés avant 2021 peuvent être déjà caducs. Depuis 2021, la méthode de calcul est unique et standardisée. Aujourd'hui, deux DPE correctement réalisés sur un même bien doivent donner un résultat cohérent, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Le DPE a aujourd'hui des conséquences très concrètes, notamment pour les logements mal classés. Pour les logements F et G dits passoires thermiques, il y a un gel des loyers, une interdiction progressive de mise en location, une audit énergétique obligatoire dans certains cas pour la vente. On ne parle plus de théorie, mais de contraintes légales réelles. Ces règles sont précisées par le ministère. On entend souvent que les logements chauffés à l'électricité sont pénalisés par le DPE. C'était vrai, mais ça l'est de moins en moins. La réforme entrée en vigueur en 2026 a modifié le coefficient de conversion de l'électricité dans le calcul du DPE. En gros, avant, le DPE considérait que de produire de l'électricité nécessitait beaucoup d'énergie primaire. Résultat, des logements pourtant bien isolés pouvaient être mal classés. La réforme a abaissé ce coefficient pour mieux refléter le mix énergétique français, les performances réelles des logements électriques et l'évolution du parc immobilier. Les conséquences concrètes: certains logements électriques ont gagné une classe, d'autres ont vu leurs notes s'améliorer sans travaux, surtout quand l'isolation est correcte. Petite précision essentielle, ça ne sauve pas un logement mal isolé, mais ça corrige une pénalisation excessive. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le type d'énergie qui compte, mais le couple isolation plus système de chauffage. Contrairement à une idée reçue, le DPE n'est pas obligatoire dans 100% des situations. Principales exemptions prévues par la loi: les bâtiments non chauffés ou très faiblement chauffés, par exemple une grange brute, un local de stockage, les bâtiments agricoles, artisanaux ou industriels non destinés à l'habitation, les constructions provisoires pour moins de 2 ans, les logements occupés moins de 4 mois par an sous condition. Ce n'est pas automatique pour les locations saisonnières. Les logements neufs temporairement remplacés par une attestation énergétique, les terrains nus sans construction, mais attention, l'absence de DPE doit toujours être légalement justifiée, ce n'est jamais un choix personnel. Le DPE engage plusieurs acteurs, mais pas de la même manière. Tout d'abord, le diagnostiqueur immobilier. Il est responsable du relevé des données, de la méthode de calcul et de la classe énergétique attribuée. En cas d'erreur manifeste, sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée. L'agence immobilière, elle ne réalise pas le DPE, mais elle a une obligation d'information et de cohérence. Elle peut donc être responsable si le DPE est absent de l'annonce, une classe erronée est affichée, ou si des incohérences évidentes sont ignorées. L'agence n'est pas responsable du calcul, mais de ce qu'elle diffuse. Et enfin, le vendeur ou le bailleur. Le vendeur ou le bailleur reste le responsable final vis-à-vis de l'acquéreur ou du locataire. En cas de litige, l'acquéreur se retourne d'abord contre le vendeur peut ensuite se retourner contre le diagnostiqueur et parfois contre l'agence. Avant d'analyser un DPE, il faut encore savoir ce qu'il doit contenir obligatoirement. Un DPE conforme comprend l'identification du logement, son adresse, sa surface, le type de bien, la méthode de calcul utilisée, les deux étiquettes énergie et climat, la consommation d'énergie annuelle estimée, les émissions de gaz à effet de serre, le détail des consommations par poste, chauffage,
eau chaude, ventilation, éclairage, une estimation des coûts annuels d'énergie, des recommandations de travaux avec scénario, la date de réalisation et la durée de validité, l'identité et la certification du diagnostiqueur. S'il manque un de ces éléments, le DPE peut être contesté. On va maintenant passer à l'analyse d'un DPE. Je vous retrouve de l'autre côté de la caméra. Voici le diagnostic de performance énergétique de la maison. La maison est une maison individuelle construite en 1970 d'une surface de référence de 176 mètres carrés. Sur la première page, sur le plan énergétique, le logement est classé C, avec une consommation de 166 kWh par mètre carré et par an. En revanche, les émissions de gaz à effet de serre sont classées A, ce qui est excellent. Cela signifie que la maison consomme de l'énergie, mais qu'elle émet peu de CO2, notamment grâce à l'utilisation du bois pour le chauffage. On voit ensuite le coût annuel estimé des dépenses énergétiques qui se situe entre 2130 et 2920 euros par an, sur la base des prix de l'énergie récents. Ces montants sont des estimations et peuvent varier selon les usages réels, le nombre d'occupants et les habitudes de chauffage. Sur la deuxième page, on va plutôt parler des déperditions de chaleur. Cette page montre où la maison perd le plus de chaleur. La principale source de déperdition est la ventilation, suivie par les murs, puis le plancher bas et les fenêtres. La toiture, quant à elle, est très bien isolée et ne présente qu'une faible part des pertes. Globalement, le niveau d'isolation est jugé bon. La maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable installée après 2012. Le confort d'été est également évalué comme bon grâce à l'inertie du bâtiment, à l'isolation de la toiture et à la présence de volets. Le logement utilise déjà une énergie renouvelable avec un chauffage au bois en appoint. D'autres solutions sont possibles à l'avenir, comme une pompe à chaleur ou des panneaux solaires. La troisième page détaille les consommations par usage. Le chauffage électrique représente la part la plus importante, avec environ 68% des dépenses. L'eau chaude sanitaire représente environ 20%, l'éclairage et les équipements auxiliaires une part plus faible, et le bois seulement une petite fraction du total. Le diagnostic propose aussi des gestes simples pour réduire la facture. Par exemple, chauffer à 19 degrés au lieu de 21 degrés permet de réaliser des économies significatives. De même, réduire la durée des douches ou optimiser la ventilation permet de diminuer la consommation d'eau chaude. Sur la quatrième page, on verra une vue d'ensemble du logement. Les murs sont en blocs de béton creux avec une isolation existante, mais hétérogène selon les zones. Les fenêtres sont en double vitrage performant et la toiture est très bien isolée. Le chauffage repose principalement sur des radiateurs électriques complétés par un poêle à bois. Sur la cinquième page, le diagnostic propose un ensemble de travaux permettant d'améliorer fortement la performance énergétique du logement. Ces travaux incluent l'isolation des murs par l'extérieur, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et la mise en place d'une pompe à chaleur. Le coût estimé de cet ensemble se situe entre environ 30 000 et 40 000 euros. Sur la sixième page, on verra qu'après ces travaux, la maison pourrait atteindre une classe énergétique de A, avec une consommation fortement réduite et des émissions de CO2 encore plus faibles. Cela permettrait de diminuer les factures, d'améliorer le confort et de valoriser le bien sur le long terme. Les pages suivantes sont des annexes techniques. Elles détaillent précisément les murs, les fenêtres, les ponts thermiques et les équipements. Ces informations servent de base de calcul au diagnostic, mais ne nécessitent pas forcément d'être lues en détail pour comprendre l'essentiel du DPE. En résumé, cette maison est saine et bien entretenue, avec une performance énergétique correcte et un très bon bilan carbone. Les principaux leviers d'amélioration concernent le chauffage et la production d'eau chaude, avant d'envisager des travaux plus lourds comme l'isolation extérieure. Sur cette dernière image, on voit l'impact concret de la réforme du DPE de 2026. On voit ici l'ancienne étiquette, puis la nouvelle. La maison reste en classe C, mais sa consommation en énergie primaire diminue sensiblement. Si votre logement est concerné, vous pouvez demander la mise à jour officielle de votre DPE sur le site de l'ADEME, observatoire-dpe-audit.adem.fr. Cette mise à jour remplace l'ancienne étiquette et permet d'avoir un DPE conforme à la réglementation actuelle. En conclusion, le DPE n'est pas un simple diagnostic, c'est un outil de décision, un levier de négociation et parfois un frein juridique. Savoir le lire, l'anticiper, l'expliquer, c'est aujourd'hui un avantage concurrentiel majeur en immobilier. Si vous voulez que j'analyse d'autres DPE concrets ou des cas particuliers, dites-le moi en commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.